Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Péloponnèse, nous vous invitons à la visite de 3 sites incroyables, extraordinaires, incontournables, nos véritables coups de cœur sur la région. Nous irons d'abord à Mistra, la cité fantôme, qui nous offrira ses charmes et ses merveilles. Nous irons ensuite dans la plus belle région du Péloponnèse, authentique et sauvage, le Magne. Et nous terminerons par l'invincible et la légendaire, la sublime Monem Vasia. Notre site préféré sur le Péloponnèse, incontestablement, Mistra. Imaginez une ville fantôme datant du XIIIe siècle, qui a été remaniée ensuite par les Byzantins, prise par les Turcs, envahie, ruinée, incendiée. Aujourd'hui, c'est une ville fantôme qu'on visite. Autrefois, 20 000 habitants habitaient ici. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui hantent ces rues. La route Nopli-Tripoli. Ensuite, nous allons sur Sparte et sur Mistra, est tout simplement extraordinaire. Regardez la vue qu'on a derrière nous. On escalade des montagnes assez vertigineuses avec des ravins et des falaises de toute beauté. Arrêtez-vous pour prendre quelques photos, ça vaut largement le coup. Mais attention, ça serpente pas mal, mal de cœur, s'abstenir. Récupérer l'autoroute. Il y avait Athènes de l'autre côté, la direction Sparte. Pour les 70 derniers kilomètres, 120 tout le long, ça va aller plus vite. Allez, à Mistra, on est avec Costas, l'hôtel Byzantion. On est en plein cœur du village, très franchement un hôtel moderne, mais bien équipé, au calme, une belle piscine derrière et un accueil de Costas et toute sa petite famille aux petits oignons. Le petit-déj est génial, pour une 60aine d'euros, très franchement, il n'y a pas de quoi se priver, c'est une des bonnes adresses qu'on a trouvées avec une vue géniale sur la citadelle en contre-haut, superbe. Merci Costas. Yassou. Alors les points négatifs, alors l'hôtel n'a pas un charme fou, c'est une grande bâtisse en plein village, énorme et moderne. Les chambres sont basiques, pas d'une décoration exceptionnelle, mais ici le prix est pas trop mal, il y a un parking et surtout, dans le jardin derrière, sous les oliviers, au milieu des oliviers, c'est la piscine et pour un acca, ça a pas de prix. On aime bien le petit village de Mistra, très franchement, il est collé contre la colline, des cyprès par milliers tout au long. Il fait beaucoup plus frais que dans la plaine, donc y passer une nuit ou deux, pourquoi pas, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour visiter le site, qui est à quoi? À quelques kilomètres d'ici à peine. Bon, la meilleure période pour visiter Mistra, c'est le printemps, on vous le dit tout de suite, d'accord? Quand le site se couvre de fleurs magnifiques, il fait bien moins chaud également. En plein été, c'est notre cas, hein, c'est plus les fleurs qui sont là, c'est les herbes brûlées, il y fait une chaleur torride. Plutôt visiter le site soit de bonne heure le matin, avant que les touristes arrivent, soit en fin de journée, c'est ce que nous avons fait, quand la chaleur est moindre et que la lumière est exceptionnelle.
Bon, les petits vieux sont super sympas, ils baragouinent un peu le français, ça c'est sympa. Sachez, arriver à Mistra, pas évident, il faut être véhiculé, c'est ce qu'on est. Un parking dans notre hôtel, donc ça c'est le top. Et en toute liberté, on n'a pas de contrainte horaire. Sinon, il faudra venir jusqu'à Sparte, à 5 km d'ici, et récupérer le bus qui monte à Kalamata et qui s'arrête ici. Bon, c'est ce qu'on a lu à peu près dans le guide du routard. À vous de voir, mais enfin c'est vrai que véhiculer, c'est mieux. Alors c'est vrai qu'il est étrange ce nom, Mistra. D'où vient-il? Deux théories, aussi étranges l'une que l'autre, hein, l'une romantique, l'autre un peu moins. Sachez que pour certains, il s'agirait d'un patois franc, maîtresse-ville, voilà ce que ça voudrait dire. Et c'est vrai que quand on regarde le site, il porte plutôt bien son nom. Une autre théorie voudrait que Misistra, c'est un nom d'un personnage, un marchand de fromage caillé, hein, vivrait ici et qu'il aurait donné son nom à ce site. C'est un petit peu moins romantique, un petit peu moins historique, mais peut-être vrai. Quoi qu'il en soit, Mistra est resté dans l'histoire. Posée comme un nid d'aigle, la citadelle au sommet domine évidemment la vieille ville fantôme de Mistra et puis le village nouveau. Hein, c'est un petit village, esprit village, vraiment une belle petite ambiance. On vous conseille vivement d'y passer au moins une nuit. Vous verrez, ça change un peu. Et puis le soir, une fraîcheur. Hein, on adore ce petit endroit du Péloponnèse. Un de nos coups de cœur sans conteste, à la fois pour le village, on a trouvé un petit hôtel sympa, et puis surtout pour le site qui vous attend derrière, le plus beau du coin, peut-être l'un des plus beaux de Grèce. En tout cas, mon gros coup de cœur sur le Péloponnèse. Au pied du mont Tejet, dont il est séparé par des gorges profondes, dominant de plus de 620 mètres de haut la vallée de Sparte, en contrebas, le site de Mistra est très impressionnant. Comme d'habitude, ouverture 8h, 20h, on vient en fin de journée comme on a notre habitude, un petit peu tard, j'espère qu'on aura le temps, on va peut-être pas avoir le temps de monter à la citadelle. 12 €, comme d'habitude, c'est pas donné, mais le site ici vaut largement le détour. Pour bien comprendre Mistra, il faut savoir que la ville médiévale se divisait en 3 parties bien distinctes. Vous avez au sommet, 600 mètres de haut, d'accord, le castel, la citadelle franque, qui domine toute la vallée, d'accord, et la ville en contrebas. C'était le siège du pouvoir militaire, la défense ultime, d'accord, et peut-être le château des origines. C'est par là d'ailleurs qu'on pourrait commencer la visite, hein, par le haut, c'est-à-dire qu'on dominerait et on verrait d'abord la cité d'en haut avant d'ensuite aller la visiter. C'est ça, la bonne idée qu'on vous donne, si vous êtes véhiculé, évidemment. Ensuite, vous avez Aura, c'est-à-dire la ville haute, hein, autour du palais des despotes, siège du pouvoir politique, avec résidence aristocratique, d'accord, centre administratif aussi. Le cœur du pouvoir politique de la cité. Et enfin, Kato-Ora, en grec, la ville basse, avec ses monastères autour de sa cathédrale, quartier résidentiel, etc., d'habitation. Hein, elle a été rajoutée par la suite, elle aussi est entourée par une enceinte. Voilà les 3 grandes visites à faire. Le castel, la citadelle, la ville haute, autour du palais des despotes, la ville basse, autour de la métropolis, la cathédrale. Pour bien visiter, il faut bien comprendre un site. Et j'espère que maintenant, on va pouvoir se lancer à l'assaut et à la visite du site de Mistra. Quand on grimpe à la citadelle, ce qu'on n'a pas pu faire cette année, on a été un petit peu pris par le temps, hein, pour embraser évidemment toute la plaine et le site en contrebas. Et il y a l'esprit que ce château est quasiment invaincu, a été invaincu. Hein. Le sentier inégal qui mène au château, on ne peut s'empêcher d'imaginer, de se rappeler les guerriers endurcis et téméraires qui combattirent ici pour protéger cette cité, hein, de toutes les convoitises. Hein, elle en a vu passer ces murailles des envahisseurs, des guerriers qui n'avaient qu'une envie, piller la ville ou la prendre. Hein.
juste sous la citadelle, l'église Sainte-Sophie, 14e siècle. Des restes de fresques, mais c'est surtout la vue ici qui est monumentale. Pour la petite histoire, c'est à Guillaume de Villardouin, 1249, qu'on l'on doit la fondation de la cité et de son château, chargé de contrôler l'accès et de contrôler toute la région de Sparte en contrebas, ce qu'on appelait autrefois la Laconie. Sachez également que cette région s'appelle depuis peu la Morée, hein, c'est l'ancien nom du Péloponnèse, c'est comme ça qu'on le nommait autrefois. Alors vous allez me dire, Villardouin, les Francs, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font en terre grecque en plein milieu du Péloponnèse? La question n'est pas bête, il faut remonter un petit peu en arrière, et là je ne vais pas vous prendre trop de temps, 1204, la 4e croisade. Il faut savoir que les Francs, les croisés doivent aller reprendre Jérusalem aux mains des musulmans, et que la traversée coûte très cher. Ils ne peuvent pas payer Venise, celle-ci, je fais assez rapide, leur dit ok, vous avez la traversée gratuite, mais nous allons en route piller quelques cités rivales, et de fil en aiguille, ils vont carrément piller et prendre Constantinople. Des chrétiens qui assiègent des chrétiens et qui prennent la ville. Les Francs avec les Vénitiens vont alors se partager le territoire, et les Villardouins vont alors récupérer la Morée, le Péloponnèse, et s'installer là. C'est pour ça que, je vous l'ai dit, c'est assez étonnant. C'est une 4e croisade qui fait que les Francs s'installent ici, et à laquelle on doit Monemvasia, on doit Mistra, etc. Actuellement, et ce depuis de nombreuses années, le palais du despote est en restauration, d'accord? On est en train de refaire revivre cette splendeur médiévale. Sachez qu'on n'a pas pu le visiter, il est fermé au public, et que c'est ici qu'en 1269 que Guillaume Villardouin s'installe avec 80 de ses chevaliers. Au premier étage, vous avez 8 ou 9 appartements, je crois, pour loger tout ce beau monde. Ces chevaliers venus de Champagne et de Bourgogne, je vous le rappelle. Sachez que vous avez également tout en haut la salle du trône. C'était, je vous l'ai dit, l'endroit le plus important de la cité. C'est d'ici que les princes, évidemment, dominaient la région et exerçaient leur pouvoir. C'est assez émouvant de se balader dans ces ruelles, traverser ces maisons, ces places, visiter ces églises et se dire qu'autrefois, à l'apogée de la cité, 20 000 personnes vivaient ici. Énorme. La cité occupait toute la colline. Il n'y a pas à dire, les Francs, et notamment Villardouin, savaient choisir ces endroits stratégiques au plus haut point, vus sur la vallée extraordinaire. Bon, il a revendu la place aux Byzantins, mais bon...
Ne loupez pas le monastère de Pantanassa, la Sainte Mère de Dieu, notre coin préféré sur le site, pour la vue d'abord, pour les colonnes ensuite, et puis sachez qu'il y a encore des sœurs qui vivent ici, donc si vous avez, comme Nadia, une jupe un peu courte, prenez le petit paréo qui est à l'entrée et couvrez-vous. Les peintures à l'intérieur sont remarquables, et puis on peut se poser ici pour méditer un peu. Si vous demandez ce que c'est que ces petites plaques, ce sont des ex-voto, rappelez-vous, on était à Épidore. Ben, c'est un peu le même principe, on demande des guérisons pour des yeux, des jambes ou autres. On demandait ici à la Sainte Vierge. Tout ça, ce sont des malades qui demandaient évidemment l'aide de Marie. L'autre coin à ne pas louper, le monastère de Peribetlos. Il est carrément à l'autre bout du site, collé contre le rempart. D'ailleurs, il y a une super tour avec un reste de rempart juste derrière. Là, il y a une atmosphère assez unique. C'est notre petit coin de paradis à Mistra. L'intérieur est pas mal non plus, mais il y a une harmonie qui se dégage de ces lieux. Il est accroché à la falaise. On adore. Mistra, quelle histoire incroyable! On va faire court, je vous l'ai dit, ce sont les Francs qui l'ont fondé au XIIIe siècle. Ensuite, les Byzantins vont prendre la ville, c'est à cette époque que Mistra connaît son apogée, qu'elle va se couvrir de la plupart des églises et monastères, et devenir une ville florissante. Les Turcs vont prendre la ville en 1460, ensuite ce sont les Vénitiens qui réussissent à récupérer la place, les Turcs la reprendront, elle sera incendiée par les Russes, par les Albanais, une histoire incroyable, une histoire faite de sièges, de guerres et de sang. En 1840, Othon, le roi de Grèce, décide de fonder une toute nouvelle ville à côté, Sparte, une ville moderne. La première ville d'ailleurs, c'est avec un plan d'urbanisme en Grèce. Les derniers habitants de Mistra quittent ce site trop éloigné et trop excentré pour aller s'installer dans la toute nouvelle ville moderne de Sparte, à 5 km de là. C'en est fini de Mistra qui tombe petit à petit dans l'oubli. Bon, 19h40, plus personne sur le site. Génial, on se balade dans les rues. La ville fantôme est à nous. Bon, ça siffle pas encore, mais ça devrait pas tarder quand même. Et on termine par
La métropole, la cathédrale, c'est évidemment le point d'orgue de la visite de Mistra. On est descendu depuis en haut jusqu'en bas. Maintenant, il va falloir que je remonte rapidos pour aller chercher la voiture, mais ça, c'est une autre histoire. À l'intérieur, un petit musée sympa, une robe, ouf, coupure de courant, j'ai bientôt plus de batterie, mais juste assez pour vous présenter ce petit musée avec quelques pièces qu'on a retrouvées ici à Mistra, notamment des bijoux, des tissus, et puis également quelques livres. La métropolis, la fameuse cathédrale de Mistra. Sachez qu'elle a été fondée en 1291 par l'évêque de Laconie, Nicéphore, et qu'elle est dédiée à Saint Dimitrios, l'un des grands saints byzantins. On le représente toujours en prince, beau et élégant. Vous pouvez lever la tête, on le verra sur certaines fresques. Et d'ailleurs, la cathédrale du XIIIe ne manque pas de superbes fresques. Mais la chose étonnante que je voulais vous faire voir, elle n'est pas en haut sur les murs, elle est plutôt en bas, sous vos pieds. Une remarquable dalle avec une inscription. Regardez bien. Il s'agit d'une dalle célèbre avec dessus l'aigle couronné bicéphale à 2 têtes de l'Empire byzantin. Sachez que c'est à cet endroit même que Constantin, paléologue, l'empereur byzantin, s'est fait sacrer, ici même, en 1448. 5 ans plus tard, l'Empire byzantin disparaîtra sous la conquête des Turcs ottomans. C'est une date énorme de notre histoire, une date comme un tournant, comme on l'appelle. C'est la fin du Moyen-Âge, le début des temps modernes et de la Renaissance. C'est également la fin de l'Empire byzantin, le dernier héritier de l'Empire romain, je vous le rappelle. On a adoré la ville de Mistra, on vous recommande cette visite, elle est incontournable. Il faut absolument venir visiter Mistra, soit de bonne heure le matin, soit en fin d'après-midi, au printemps si possible. En tout cas, venez visiter cette merveille, ce joyau de l'art médiéval. Vous sillonnerez ces rues désertes et évidemment seules. La vie et l'animation des siècles médiévaux ont cédé la place au silence absolu de la mort. Et... Bon, n'hésitez pas tout de même à monter un petit peu dans le nouveau village, un petit peu sur les hauteurs. De jolies petites rues encaissées, de jolies maisons en pierre, une belle ambiance. Franchement, c'est super mignon. Et en plus, je me rappelle d'une balade qui part dans une gorge juste au pied du Grand Roc. J'ai fait ça il y a 20 ans. Je vais aller jeter un petit coup d'œil, savoir si c'est toujours ici et d'actualité. Petite idée balade à partir de Mistra. Vous montez sur 100 mètres environ le village, vous sortez en direction du site. Et là, avant le pont qui enjambe la rivière, le pont moderne, vous tournez sur la gauche. Et là, il y a une belle balade à faire. Bon, l'endroit existe toujours. Maintenant, ils ont construit un petit pont en bois. Il y a une petite fontaine, crevata, ils appellent ça. Une fontaine ancienne, sans doute qui date du Moyen-Âge. Et puis, il y a une petite rivière avec une petite cascade en haut. Une jolie petite chapelle. L'endroit est magnifique. C'est à la sortie du village, sur la gauche, quand vous montez ensuite sur le site de Mistra.
village et vu la beauté du chemin, je crois pas trop me tromper en disant que c'était peut-être un des chemins d'accès à la citadelle. En tout cas, un chemin d'accès assez ancien qui date de la même époque que ce qu'il y a au-dessus, sans aucun doute. Bon, après 700 mètres de grimpette dans une gorge sauvage, on est quoi pourtant? À même pas 700 mètres du village, hein, on se croirait déjà en pleine montagne. Une petite chapelle, une cloche ici pour sonner sans doute l'appel des fidèles. Belle petite randonnée, évitez comme moi de venir en tongs, c'est pas évident. Mais sinon, c'est une petite balade qu'on vous conseille si vous avez une petite heure à perdre sur Mistra et sortir un peu des sentiers battus. Bon, quand rien n'est prévu, tout est possible. Amour de petite chapelle, alors la déco, hein, c'est de la chaux vive, la chaux blanche sur les murs, et puis des petits icônes, au fond, de quoi faire des offrandes. C'est surtout le chemin d'accès qui mène à cette chapelle qui est fantastique. Donc, on valide. Bon, si le cœur vous en dit, le chemin continue là derrière, il doit monter sur des hauteurs et pour d'autres aventures, mais moi avec les tongs, Anaka et Nadia à la piscine, je vais me rentrer, mais je compte sur vous si vous faites cette balade et que vous continuez vous avec de bonnes chaussures, de me rappeler ce qu'il y a au sommet et de me dire ce qu'on peut découvrir à l'aventure de ce petit chemin, qu'est-ce qu'il y a au bout. Il y a sans doute des grottes au sommet, mais là, je ne suis pas sûr. Bon, très franchement, la région mérite sans doute plus qu'une halte d'une nuit pour visiter le site de Mistra. On regrette presque de partir. Je pense qu'une nuit supplémentaire nous aurait permis de partir un petit peu à l'assaut des montagnes et de découvrir les beautés de cette région parmi les plus belles du Péloponnèse. Allez, on quitte Mistra avec regret, on reviendra, c'est sûr. Direction maintenant Sparte à 5 km, Gission. 50 km environ, c'est la porte d'entrée d'une des plus belles régions du Péloponnèse, le Magne. On n'a aucune réservation, plein mois d'août, mais on n'a pas peur.